La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à l'émission, plusieurs élèves de la CSCV honorés lors du Gala Mérite Jeunesse du Club Optimiste de Buckingham. La ville de Gatineau veut mieux préparer les riverains à de futures inondations et Trait d'Union Outaouais souligne le mois de l'optimisme. Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à InfoMag. Tout d'abord, le Club Optimiste de Buckingham a souligné les efforts de plusieurs élèves de la commission scolaire au Cœur des Vallées dans le cadre du 33e Gala Mérite Jeunesse qui se tenait le 7 avril dernier à la salle Desjardins. Au total, près de 100 jeunes de la maternelle à la 6e année ont été récompensés. Il y a également une dizaine d'élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin qui ont été honorés. L'objectif du gala était de reconnaître les efforts des jeunes dans tous les domaines de la vie et d'identifier ceux et celles qui ont progressé durant toute l'année. Je vous laisse entendre les commentaires du président du Club Optimiste de Buckingham, M. André McArdle. Alors, c'est avec une très grande fierté que le Club Optimiste de Buckingham vous a présenté ce soir son 33e Gala Mérite Jeunesse. Alors, naturellement, félicitations à tous nos lauréates et lauréats. Ces jeunes ont été honorés ce soir pour leur effort et leur persévérance. Ils ont été tout au cours de l'année dans leur école et dans leur famille des éléments positifs qui ont contribué de façon importante à la qualité de vie dans leur entourage. Aux professeurs présents ce soir, soyez assurés que nous sommes conscients que nous vous demandons parfois un certain travail qui est en dehors de vos tâches habituelles. Mais sans cette précieuse collaboration de votre part, nous n'aurions pu honorer les 89 jeunes qui ont défilé devant vous ce soir. Alors, au nom du comité organisateur, un très gros merci. Vous, parents, nous savons que votre responsabilité peut parfois être lourde pour différentes raisons. Votre appui et vos encouragements constants auprès de vos jeunes ne passent pas inaperçus et revêtent une importance primordiale dans le succès de vos enfants. Félicitations à vous. Nous partageons avec vous la fierté que vous ressentez en compagnie de nos enfants ce soir. Lors de la soirée, il y en a quelques-uns qui ont monté sur scène pour partager leur talent artistique. On a pu voir notamment un numéro de danse, de magie et de chant également. Un des moments forts du Gala Mérite Jeunesse reste la remise de la plaque à la personnalité jeunesse de l'année. Cette année, c'est le jeune Mathéo Otis de l'école de la Montagne qui a été choisi. Au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, félicitations à tous les élèves. Environ une trentaine de riverains du secteur Masson-Angers se sont rassemblés au centre de service cette semaine afin d'assister à une séance d'information au sujet des mesures à prendre en cas d'inondation. On y retrouvait surtout des résidents du chemin du Fer à cheval et de la rue du Ruisseau, les deux endroits qui ont été touchés il y a un an dans l'est de Gatineau. Dans un document d'environ 14 pages, on leur expliquait notamment quoi mettre dans une trousse d'urgence, comment construire une digue de sacs de sable ou encore comment bien s'informer au sujet de la situation en temps réel. Le maire de Gatineau et plusieurs experts étaient sur place afin de répondre aux questions des citoyens. Il n'y a rien qui indique qu'on va revivre une inondation. Ça, les indicateurs sont positifs pour l'instant. Ça peut changer, mais vraiment, les niveaux d'eau sont très bas. Mais si on veut se préparer quand même, puis nous, ce qu'on s'est fait dire après les post-mortem qu'on a fait, c'est que ce genre de rencontre-là permet d'abord de rassurer les gens. C'est pas tout le monde qui l'a vécu, donc de voir comment on fait une digue, comment on se prépare, c'est quoi le 72 heures, etc. Toutes ces choses-là, c'est important. Ceux qui l'ont vécu ont des questions. Qu'est-ce que la Ville va faire la prochaine fois? C'est quoi les affaires que vous avez changées dans vos façons de faire? Ça fait que c'est vraiment pour être meilleur au cas où on se retrouvait d'une nouvelle inondation, autant nous autres que les citoyens. Durant la séance, on pouvait sentir beaucoup d'émotions de la part de riverains qui ont vécu de plein fouet les deux périodes d'inondation en 2017. Quelques sinistrés ont remis en question certains éléments de ce document qui leur a été présenté. D'autres semblaient plutôt satisfaits et même rassurés que la Ville de Gatineau
organise cette rencontre-là. Voici d'ailleurs les commentaires de 2 personnes qui y ont assisté. C'est intéressant. Aujourd'hui, au moins, ils se sont ajustés à ce qu'il y a eu antérieurement à l'autre crue qu'on a eu. Par rapport à l'année passée, ce qu'on a eu, c'est au point de vue d'information qu'on n'a pas eu. On a eu ça au compte-gouttes où quelqu'un disait une chose, d'autres disaient une autre chose. C'était plus ou moins... il fallait qu'on court après l'information. Moi, tout ce que je comprends pas, c'est que les niveaux, les années d'avant, pourquoi quand ils ferment la rivière ou qu'ils ferment le barrage avant l'hiver, il y a des saisons qui sont plus hautes que d'autres. J'aimerais avoir une réponse là-dessus. Agréablement surprise. Je trouvais que les plans étaient bons. Il y avait des rappels d'avoir une trousse de 72 heures, des choses comme ça, plein de bonnes choses. Sauf que quand je suis arrivée à regarder vraiment ce dessin, cette ébauche d'une digue de sacs de sable. Alors, comment creuser une digue autour de votre maison? Pas de problème. Mais comment échafauder les sacs de sable pour arriver à une digue qui soit bien portante? C'était absolument irréaliste, considérant le nombre de sacs de sable que cela allait prendre par maison. Toute l'information concernant la crue printanière est disponible au gatineau.ca/crue. Qui dit mois d'avril dit mois de l'autisme. Ce moment de l'année est très important puisqu'il permet de sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de l'autisme. Trait d'Union Outaouais, situé dans le secteur Hall, est l'organisme par excellence pour les personnes autistes et leurs familles. Selon sa directrice générale, Jocelyne Sylvestre, il s'agit du moment parfait pour faire comprendre aux gens que les autistes sont des personnes comme tout le monde. Il faut cependant apprendre à interagir avec eux. Madame Sylvestre nous explique en ces mots ce qu'est l'autisme. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte maintenant 1,5 de la population, donc un enfant sur 68. C'est quand même beaucoup. C'est toujours en progression. Pas nécessairement parce qu'il y a plus de personnes autistes, mais parce qu'on regroupe différentes choses dans les diagnostics, on détecte mieux, etc. Ça affecte surtout les personnes au niveau de leur communication, de leurs interactions sociales, puis aussi au niveau de leur comportement, des intérêts qui sont peut-être plus stéréotypés, tout ça. Il y a vraiment, c'est pour ça qu'on parle du spectre de l'autisme, il y a vraiment une très, très grande diversité de profils. Il y a des personnes autistes qui sont non-verbales et qui ont très peu d'autonomie, alors que d'autres sont à l'université, tout ça. Donc, ce qu'ils ont en commun, l'ensemble de ces personnes-là, c'est vraiment des difficultés sur le plan de l'interaction sociale, de la communication et puis de leur comportement qui peuvent être différents des nôtres. Durant tout le mois d'avril, le Trait d'Union Outaouais appuie la campagne de la Fédération québécoise de l'autisme et vend des articles promotionnels. Il y a même une marche de l'autisme qui se tiendra le 28 avril à 10 h à l'école secondaire de Lille. L'argent amassé permettra d'offrir des camps d'été à 80 enfants et ados autistes de la région. Éric Paquette Rochefort, âgé de 25 ans, vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Nous avons été le rencontrer à la boutique Les 121 Trésors à Buckingham, là où il développe ses habiletés en employabilité avec d'autres élèves. Nous lui avons demandé notamment ce que ça voulait dire pour lui être autiste. Ça me rend fier. Ça te rend fier? Et pourquoi ça te rend fier? Ça me rend heureux d'être autiste. Puis qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? De rencontrer ici tous mes anciens de l'Érablière. Ça fait combien de temps, Éric, que tu es ici à la place 121 Trésors? Ça fait beaucoup de temps. J'ai commencé le 28 septembre. OK. Puis qu'est-ce que tu fais ici exactement? Là, après, je suis allé dans le nord, comme hier, chez Lina. Dans la classe à Brigitte, après, à prendre l'argent. Cuisine une fois la semaine, lundi et vendredi. Et ici, j'en ai une que j'aime, là, c'est Célina. Et c'est qui Célina? Ma meilleure amie, puis mais c'est une bonne amie. OK. Et en terminant, Éric, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens à la maison qui nous écoutent? Je voulais dire un grand merci, puis ça m'a fait bien plaisir. Éric, merci. Bienvenue. Dans le cadre des festivités du 100e anniversaire du club de curling de Buckingham, le Challenge de curling de Gatineau accueillera cette année un tournoi du circuit international Junior Slam Series.
Du 12 au 15 octobre prochain, une quarantaine d'équipes juniors, garçons et filles en provenance du Canada et d'autres pays vont participer à cette compétition-là. Une équipe locale masculine du club de curling de Buckingham devrait également s'y inscrire. Les athlètes auront la chance de s'entretenir avec une star du monde du curling et les équipes gagnantes remporteront une bourse en argent. Pour les organisateurs, c'est une belle façon de développer le curling junior au Québec. Voici d'ailleurs à ce sujet le coordonnateur du Challenge de curling de Gatineau, Richard Fagui. On a eu un appel de M. Byron Scott de la série junior Slam, qui est une série de curling à travers le Canada, environ 15 événements. Il n'était pas encore établi au Québec. Alors, on a parlé un peu. On a fait une présentation à la Ville de Gatineau pour savoir leur intérêt pour être l'hôte de cette nouvelle série-là. Comme mission, on s'est donné aussi de promouvoir le curling junior au Québec et dans la région ici aussi. Là, on veut mettre en valeur justement ces équipes juniors-là qui sont prêts à franchir et aller du côté des hommes. Ça fait que nous autres, c'est important là, dans la région peut-être de mettre en valeur ce volet-là, le junior, là, pour nous autres. En ajoutant ça aussi, on devient un des seuls... on est un tournoi comme c'est là prestigieux, le Challenge de curling Gatineau, au niveau du circuit mondial. En ajoutant cet événement junior-là, nous autres, ça monte en notoriété. Là, puis on va être un des seuls au monde qui vont faire ça. Là. Le Challenge de curling de Gatineau, qui en sera à sa 10e édition, accueillera comme à l'habitude un tournoi de classe élite et un tournoi classe ouverte du 17 au 21 octobre. Les parties se dérouleront autant au club de curling de Buckingham qu'au centre Robert-Rochon à Masson-Angers. Au total, 100 équipes sont attendues afin de participer à la plus importante compétition de curling au pays. La ville de Gatineau et Vision Multisport Outaouais ont obtenu le feu vert pour la construction du nouveau complexe 4 glaces qui remplacera le centre Robert-Guertin situé dans le secteur Hall. La Cour supérieure du Québec a rejeté la requête de l'ex-conseillère municipale Denise Laferrière qui voulait faire invalider le projet de loi privé qui permettait à la Ville de s'entendre avec le promoteur sans appel d'offres. La juge Carole Terrien a finalement conclu qu'aucune infraction législative n'a été commise. On peut dire qu'il n'y a plus maintenant aucun obstacle là, à la construction du complexe qui comprendra un aréna de 4000 places et 3 glaces communautaires. Selon le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, le dossier aurait coûté environ 65 000 $ en frais d'avocat à la Ville. Il souligne toutefois que les procédures n'auront pas eu de conséquences sur l'échéancier et n'avoir reçu aucune demande de changement de coût de la part de VMSO. Je laisse entendre d'ailleurs M. le maire. T'sais, nous, on a travaillé avec le ministère des Affaires municipales depuis le début. On a travaillé avec l'Assemblée nationale. On a travaillé, nos services juridiques ont été en lien avec le MAMO constamment. On avait vraiment là, les bretelles, la ceinture, puis on tenait nos pantalons en plus. Ça fait que on n'avait pas d'inquiétude, mais c'est toujours un processus judiciaire dont on ne peut pas garantir le résultat. Puis pour moi, c'est une belle nouvelle parce que, puis je le répète, parce que pour moi, c'est ça l'élément important de ce dossier-là, c'est qu'on a fait quelque chose d'audacieux. On a fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. On ne s'est pas trompé, puis moi, je suis convaincu que les prochaines années vont confirmer de façon brillante qu'on donne au Québec, puis en fait, au reste du Canada, au monde du hockey, un modèle exceptionnel où le privé prend des risques, la Ville en prend moins, puis le résultat final pour les enfants, pour les joueurs de hockey, pour les équipes, va être un meilleur service à un coût moindre. Le coût total du nouveau domicile des Olympiques de Gatineau s'élèvera à 79 millions de $. Appelons qu'il sera situé à la place de la Cité, tout près du centre sportif et de la Maison de la Culture. L'ouverture devrait avoir lieu à l'automne 2020. Pour sa part, le conseiller du district du Manoir des Trembles, Val-Tétro, M. Jocelyn Blondin, affirme être déçu de la décision de la Cour et avoir toujours voté contre le projet. Il se désole de voir le secteur Hall se dégarnir et croit que les coûts auraient été moins importants si le complexe n'avait pas déménagé dans le secteur Gatineau. On l'écoute. Je pense qu'il faut regarder un peu dans le passé aussi. Lorsqu'on a construit le centre sportif à Gatineau, il y avait à ce moment-là un genre d'entente non écrite qui disait que, bon, on construit le centre sportif Gatineau, mais l'aréna, lorsqu'elle va être refait en eux, ça va être à Gatineau. Bon, ça s'en va encore à Gatineau. Alors, on est en train de
enlever un peu tout ce qu'il y avait dans le secteur Hull. Tout s'en va vers Gatineau. Alors, moi, je représente mes citoyens. Je ne peux pas parler contre ça. C'est mon devoir. Et puis, je souhaitais que ça reste à Hull. Puis, je suis convaincu que les coûts auraient été moindres. Maintenant, un dossier qui fait beaucoup jaser depuis les derniers jours. La vérificatrice générale de la ville de Gatineau, Joanne Beausoleil, décrit un manque de disponibilité, d'objectivité et de crédibilité dans le travail du bureau de l'Ombudsman. C'est du moins ce qu'on peut lire là, dans son rapport qui a été dévoilé récemment. Afin de décortiquer ce dossier-là, je me suis entretenu avec le président du conseil municipal, Daniel Champagne. Monsieur Champagne, expliquez-nous en premier lieu à quoi ça sert un bureau de l'Ombudsman dans une ville comme celle de Gatineau. Bien, avant tout, un ombudsman en soi, essentiellement, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui vient regarder des situations qui s'avèrent être difficiles ou complexes pour le citoyen. Ou est-ce qu'une fois que le citoyen a épuisé l'ensemble de ses recours, à ce moment-là, il peut se tourner vers l'ombudsman pour que l'ombudsman fasse une analyse dans un contexte, la comparaison est peut-être large, mais dans un contexte de médiateur. Il y a plusieurs modèles qui existent au Québec. En fait, il y a 3 modèles. Le premier modèle est celui que la Ville de Gatineau a adopté en 2006, c'est-à-dire un modèle où est-ce que c'est le bureau d'ombudsman. Donc, il y a un président, il y a une secrétaire générale. La secrétaire générale va donc agir comme fonctionnaire, essentiellement. En fait, relève de la Ville et est payé par la Ville. Puis ensuite, il y a un groupe de commissaires qui vont travailler ensemble pour rendre des décisions. Ensuite, il y a l'ombudsman en soi, la Ville de Laval, la Ville de Montréal, c'est ce qu'ils ont. C'est une personne qui est embauchée, qui est l'ombudsman en soi. Puis ensuite, le troisième modèle qu'on voit parfois, c'est une ligne de dénonciation qui est autre chose, mais qui cadre un peu essentiellement dans ce modèle-là. Avez-vous un exemple concret de ce pourquoi un citoyen, une citoyenne aurait besoin ou devrait avoir recours au service de l'ombudsman? Bien, il y a un des éléments qu'on entend souvent de la part de notre bureau d'ombudsman, c'est par exemple la coupe d'arbres. Les gens veulent couper un arbre, puis ils ne peuvent pas parce que l'évaluation de l'ingénieur démontre que l'arbre est encore vivant et encore en santé et tout ça, puis donc refuse de le couper. Nous, la réglementation fait en sorte qu'on ne peut pas le permettre non plus, donc ils appellent leur élu, puis l'élu est lié à ce règlement-là. Donc souvent, l'ombudsman va se retrouver, par exemple, comme étant le médiateur dans ce contexte-là pour tenter de trouver des solutions, puis apporter à la fin de l'année, dans un rapport général, un rapport global, rapporter des solutions, proposer des recommandations. Le BOG a vivement été critiqué par la vérificatrice générale de Gatineau. Qu'est-ce qui est inquiétant, selon vous, dans ce rapport-là qui a été dévoilé? Vous savez, il y a 3 éléments qui ressortent du rapport. D'une part, il y a une question de disponibilité. Ils ont parlé d'une question aussi d'objectivité, mais aussi une question de crédibilité. Moi, je ne veux pas personnaliser le dossier, mais sauf que lorsqu'on parle, par exemple, de la question de crédibilité, bien, vous savez, en 2016, lorsque le bureau d'ombudsman a déposé son rapport annuel, en fait en 2017, mais le rapport de 2016, un des éléments qui ressortait était la judiciarisation des dossiers et le fait que l'administration se retrouvait souvent, et là je cite pratiquement le rapport, se retrouvait souvent en situation pas de crise, mais de judiciarisation des dossiers. Quand dans les faits, c'est moins de 2 des dossiers qui sont judiciarisés à la Ville de Gatineau. C'est donc dire qu'il y a de l'information qui est transmise, qui sont des faits, mais non corroborés. Ça fait en sorte que ça remet en question, dans certains cas, en tout cas selon la vérificatrice générale, la crédibilité du bureau de l'Ombudsman, entre autres. C'est le conseil municipal qui a mandaté la vérificatrice générale pour enquêter sur le bureau de l'Ombudsman. Pourquoi, M. Champagne, c'était nécessaire de le faire? En 2016, lorsqu'on a eu une série de rencontres auxquelles moi j'ai participé, le maire et l'ensemble des commissaires, lorsqu'il y a eu le dépôt du rapport annuel, on a constaté justement qu'il y avait des informations contenues dans le rapport annuel qui, à notre avis, étaient des faits qui étaient justement non corroborés et puis qui n'étaient pas qui nous apparaissaient comme étant comment je dirais, qui avaient besoin d'être justement corroborés ou vérifiés. Donc, dans ce contexte-là, on a eu un certain nombre de rencontres avec le bureau d'ombudsman, puis ils ont tout de même déposé le rapport, puis c'était pas l'objectif, n'était pas du tout de faire changer le rapport de quelque façon que ce soit, mais c'était essentiellement d'éviter une situation de confrontation où est-ce qu'on disait « vous dites ça, nous on dit ça ». Bon. À la suite de ça, ce qu'on s'est rendu compte lors des discussions, c'est que le bureau de l'ombudsman appliquait essentiellement
un article du règlement qui les régit, qui était la résolution de 2006, un seul article, quand dans les faits, nous, on prétendait que le bureau de l'Ombudsman se devait d'appliquer l'ensemble des articles de la réglementation. C'est donc dire qu'on était face à un conflit. Nous, le conseil municipal, ne souhaitions pas être juge et partie dans ce dossier-là. Donc, on a tenté de trouver un parti neutre qui pouvait justement porter un jugement sur la conformité ou l'application de la réglementation. C'est donc dire que la vérificatrice générale, ça nous apparaissait comme étant la personne tout désignée pour ce type de contrat-là. Et c'est la raison pour laquelle on a donné le contrat à elle. Donc, il va y avoir des changements qui vont être apportés prochainement. Ça va ressembler à quoi un peu, là? Bien, vous savez, lorsque la vérificatrice générale nous dit que le bureau d'Ombudsman applique essentiellement 50 de la réglementation, forcément, si on veut être rigoureux puis si on veut bien servir le citoyen, forcément, le conseil municipal va devoir se poser des questions sur une façon de travailler pour que 100 de la réglementation soit applicable. Donc, dans ce contexte-là, il y a plusieurs modèles. J'en parlais tantôt. Il y a 3 différents modèles qui sont offerts sur l'ensemble du territoire québécois. Pour nous, l'Ombudsman est une instance qui est absolument essentielle et fondamentale dans une démocratie municipale. Moi, j'y crois fermement, et l'ensemble des membres du conseil, mais on veut s'assurer que cette instance-là, elle est optimale et elle travaille conformément à la réglementation. Monsieur Champagne, vous êtes président du conseil municipal de la ville de Gatineau. Merci beaucoup. Je vous en prie. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on vous présentait un reportage au sujet du musée des sports de Gatineau. Notre collègue François Croteau s'était entretenu avec Jean-Claude Trottier, le président du musée qui est situé sur la rue de Morancy, près du Musée canadien de l'histoire. On vous représente cette semaine ce qu'il nous avait préparé. Nous sommes dans les nouveaux locaux du Musée des sports de Gatineau en compagnie de Jean-Claude Trottier. Et Jean-Claude, une nouvelle exposition, et on parle de quoi cette fois-ci? Bien, on présente une exposition qui s'appelle Chapeau. Chapeau dans tous les sens du terme. Chapeau bravoure, chapeau couvre-chef. On s'est appliqué à présenter 8 sports, 2 athlètes par sport, un vétéran puis un contemporain. Et on essaie de démontrer l'évolution du sport en soi. Par exemple, à saut à ski, notre vétéran Gérard Gravel, qui a fait 2 Olympiques, porte une tuque, alors qu'aujourd'hui, Félix Bertrand, saut à ski, porte un casque dur, des lunettes de protection, etc. Donc, une évolution majeure. Lorsqu'on parle d'un vétéran et puis de la relève dans le sport, on parle des athlètes originaires de la région. Essentiellement, ce sont des athlètes originaires de la région, sauf 1 ou 2 exceptions. Ils sont nés en dehors de la région, mais ils sont arrivés à Gatineau à l'âge de 2 ans, de 3 ans. On n'était pas trop compliqué de ce côté-là, mais en autant qu'ils ont passé leur carrière à Gatineau. Si on va maintenant sur la mission du musée, on sait ici dans la région, c'est pas ça qui manque. Il y en a à Ottawa, il y en a ici ou même du côté de Gatineau, quelques-uns. Qu'est-ce qu'on veut créer comme démarche ici avec ce musée-là? D'abord, François, je ne veux pas te contredire, mais des musées de sport, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des musées spécialisés comme le musée du ski, le musée du hockey ou des choses comme ça, ou le temple de la renommée du hockey. Mais des musées de sport, il n'y en a pas tant que ça. Montréal espère avoir le sien. On verra un jour. Ça fait 25 ans qu'ils en parlent. Nous, ici à Gatineau, on en a un. Et évidemment, on met l'emphase sur les athlètes de Gatineau, autant que possible. Mais je devrais dire les athlètes de l'Outaouais, parce qu'on déborde souvent, selon l'exposition, on va aller dans l'ensemble de l'Outaouais. Maintenant, si on parle pour le grand public, il y a possibilité de venir visiter le musée. Est-ce qu'on peut parler un peu des heures d'ouverture et puis glisser un mot aussi sur le prix? C'est quand même intéressant. Oui. Bien, les heures d'ouverture, c'est tous les jours de la semaine.
de 10 h à 5 h avec une légère fermeture sur l'heure du midi pour que le guide puisse se restaurer. La fin de semaine, c'est également ouvert de midi à 5 h. Il y a quelqu'un sur place. Ensuite de ça, pendant les fêtes, bien évidemment, on compte sur des bénévoles. Autant que possible, on est à la recherche de plusieurs bénévoles pour venir faire quelques plages d'ouverture. S'il y a des gens à la maison qui ont, parce que je regardais surtout du côté du golf, j'ai vu des vieux bâtons, des vieux chandails, de l'équipement. Est-ce qu'ils peuvent venir vous les porter ou qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ça? Un des buts du musée, c'est de sauver le patrimoine sportif. Donc, si vous êtes un sportif et que vous avez des vieux équipements, des vieilles pièces d'équipement, apportez-nous-les. On a un entrepôt, un énorme entrepôt qui nous permet de recueillir toutes ces pièces-là. Actuellement, on est rendu à pas loin du 7500 pièces d'équipement qu'on conserve. Évidemment, on ne peut pas toutes les montrer, mais d'une année à l'autre, d'une exposition à l'autre, habituellement, l'exposition, ça dure 4 mois. Et on en sort quelques-uns sur une thématique quelconque. Et on s'en sert aussi comme, par exemple, cette année, la ville de Gatineau nous emprunte des objets ils préparent une exposition sur les sports d'hiver le 9 décembre à Place de la Cité. Et le musée a été sollicité parce qu'ils savent que, oui, on en a maintenant. Et pour terminer, l'exposition en cours va être accessible ici, le coup de chapeau, jusqu'à quelle date? L'exposition chapeau, on est ici jusqu'au 15 septembre 2018, qui est la fin du bail. On a été invité par Brigitte, je me permets de le dire. Alors, Brigitte nous a offert son local. Et on a un loyer jusqu'au 15 septembre. Après ça, on verra. On espère être accueillis d'ici quelques années dans le nouvel aréna, au 2e étage, qui va être sur le boulevard de la Cité. Oui. Bien, Monsieur Trottier, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite longue vie ainsi qu'à votre musée. Bien, merci beaucoup, François. Donc, une exposition très intéressante là, qui est toujours en cours d'ailleurs, et ce, jusqu'à la fin de l'été, au mois de septembre. Belle manière de découvrir notre patrimoine sportif et M. Trottier va se faire un plaisir. Allez le voir. Il va vous faire un tour et une visite guidée de son musée. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.